Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne fête de Saint-Valentin à tous. Ici Le Grand Rendez-vous, on est heureux de vous retrouver ce soir et nous vous promettons une belle soirée en notre compagnie. Mais avant tout, jetons ensemble un coup d'œil à la météo de demain. Bonsoir aux populations de Commet dans le département du Mono. Nous saisissons aussi l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Armel Dossou-Kago qui souffle une bougie de plus. Nous avons 3 rubriques au menu de ce grand rendez-vous avec nature et bien-être. On vous parle d'une pratique ancestrale qui avait cours dans de nombreux pays d'Afrique et même ici au Bénin, les mutilations génitales. Même si dans de nombreuses régions, elle a été abandonnée, beaucoup de femmes en sont encore victimes avec de lourdes conséquences sur la santé. L'invité de nature et bien-être nous dit tout à ce sujet dans un instant. L'amour est au rendez-vous ce soir, c'est la Saint-Valentin. Les cœurs sont en fête, même si on s'intéresse toujours sur comment le manifester. L'amour est-il plus une question de matériel ou de sentiment? Devrait-on prouver son attachement à son partenaire le 14 février avec un cadeau? On y répond avec l'expert du jour. On reproche souvent, à tort ou à raison, au cinéma d'être illusoire. Et pourtant, le cinéma peut faire vivre les réalités d'ici et d'ailleurs. Qu'en est-il du cinéma béninois? Les réalisateurs béninois peuvent-ils nous faire vivre nos réalités à l'écran? Eh bien, restez avec nous pour le savoir. Ce sera dans un instant avec un réalisateur. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Nadesani est là, bien belle, toute jolie, pour vous présenter les titres ce soir. Nadesani, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello, merci beaucoup, vous l'êtes encore plus. Nous vous laissons donc pour la présentation des titres. Merci à vous. Dans ce journal, ce soir, on parle de l'amour. Une équipe de la rédaction a fait un tour auprès de quelques commerçantes. Elles vont se prononcer sur les préparatifs de la Saint-Valentin en 2019. Hier, 13 février, c'était la journée mondiale de la radio. Quelle place occupe ce média aujourd'hui avec l'avènement d'autres médias? La réponse est à découvrir à 19h45. Et puis, le PNUD veut aider le gouvernement à supprimer les inégalités sur le genre constatées dans les administrations publiques. Vous suivrez dans cette édition du soir le compte rendu de l'atelier de sensibilisation qui s'est tenu sur le sujet. Voilà, merci à vous Nadesani. On vous retrouve à 19h45 pour le journal. En attendant, le premier plateau peut s'installer, l'espère.
Mesdames et messieurs, ce soir avec l'Expert, on s'intéresse à l'amour. Vous le savez, nous sommes le 14 février et les cœurs sont en fête. Mais avant de vous présenter notre invité sur ce plateau pour nous dire un peu plus si aujourd'hui l'amour est beaucoup plus sur les étalages que dans les cœurs, nous allons d'abord suivre ce reportage et on y revient dans un instant. Tu ne m'écris plus. Du rouge, du rose, du blanc, voilà qui nous plonge au cœur de la fête des amoureux. La Saint-Valentin s'invite une fois encore dans notre quotidien, occasion de montrer et de prouver son amour. Être galant pour les uns, glamour pour les autres, les raisons de l'affluence dans les stands sont multiples. Je suis venu prendre un coffret pour ma dulcinée, comme c'est la Saint-Valentin. Donc il y a de raisons pour que je vienne lui prendre quand même quelque chose pour lui faire plaisir. Au cœur de la fête de l'amour, le business trouve sa place. Partager la joie des tourtereaux est une motivation supplémentaire pour ces vendeuses. Elles n'y voient pas que du gain. On parle de l'amour, c'est un jour qu'on a pris pour fêter l'amour. Parce que tout le monde, bon, pour ta chérie, tu peux sortir et lui acheter quelque chose. Donc c'est pas qu'on a pris ce jour-là pour faire commerce, non. Le prix, ça varie de 500 à 12 000. C'est quand même bien de venir offrir des cadeaux à ses conjoints. Ça égaye le cœur, ça donne plus de joie, de l'enthousiasme en cet instant T. Les jeunes se sentent plus dans le coup. Question de disponibilité, de charge ou encore de responsabilité, les personnes âgées visiblement moins. Peut-être avec l'âge et les soucis des enfants, comment ils vont faire pour aller à l'école, le devenir des enfants font que plusieurs de nos parents oublient ce qu'on appelle amour. C'est vrai, chacun le vit différemment. En ce sens qu'on remarque un grand engouement au niveau des jeunes parce que à cet âge-là, on est toujours en phase démonstrative. Alors qu'à partir d'un certain âge, vous n'avez plus rien à prouver à l'autre. C'est vrai, vous restez dans une conquête permanente de son cœur, mais ce n'est plus les grandes démonstrations, ce n'est plus sortir les grands jeux pour épater l'autre, mais à cette occasion-là, on essaye de marquer son territoire. Sinon, à partir d'un certain âge, l'amour se vit au quotidien et on n'est plus du tout en phase démonstrative. À défaut des billets doux, les déclarations d'amour peuvent prendre diverses formes. Elles sont peut-être plus charmantes avec le concours du numérique, mais un grand regret, difficile d'avoir des souvenirs. Jennifer Sachivi, c'est une très belle balade, autant musicale qu'en images et qu'en commentaires. Merci pour ce reportage si fourni et si intéressant. J'ai vu notre sociologue très intéressé par tout ce que vous avez dit sur ce plateau. Aimé Tchefa, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Avec vous, ce soir, on s'intéresse à l'amour, plutôt sur les étalages que dans les cœurs. Ma première question, c'est de savoir si pour vous, il faut un jour pour célébrer l'amour. Bon, disons que ce n'est pas futile. On a un jour pour célébrer l'eau, on a un jour pour célébrer nos mères, on en a également pour célébrer nos pères. Il y en a pour la paix, il y en a pour l'humanité. Donc, on peut retenir un jour pour célébrer l'amour, à ne pas confondre avec un jour pour vivre l'amour. D'accord. Pour vous, c'est une nuance ou c'est une différence? C'est une nuance. D'accord. Dites-nous, ça a été relevé dans le reportage. Aujourd'hui, on dit souvent c'est beaucoup plus les jeunes qui célèbrent la Saint-Valentin. Est-ce que pour vous, la Saint-Valentin, c'est une question d'âge? Pas du tout. Si nous sommes d'accord sur le fait que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, eh bien, ça concerne tout le monde. Et puis, peut-être vous ne me croirez pas, un vieillard de 80 ans, une vieille dame de 90 ans en a plus besoin qu'un jeune homme de 20 ans. Je vous parle d'amour, je ne vous parle pas de sexe. D'accord. Mais pourquoi alors on a l'impression qu'il y a un peu plus d'engouement au niveau de la jeunesse qu'au niveau de la génération bien un peu plus âgée? Bien évidemment. D'abord, dans nos sociétés africaines, dans nos pays africains, les jeunes sont plus nombreux que
les autres catégories et souches les autres tranches d'âge de la population. Entendons-nous sur ça. Mais en plus, c'est également une question de préoccupation. Pourrez-vous me dire si vous êtes sûr que votre père n'a rien dit à votre mère d'hier nuit à aujourd'hui, ou que votre mère ne dira rien à votre père aujourd'hui, ou ne fera pas de repas spécifique, vous ne pouvez pas me dire. Ça, ils ne viendront pas au dehors pour le faire. Mais par contre, les jeunes ont besoin d'acheter quelque chose pour matérialiser, ou ont besoin d'offrir quelque chose à leur conjoint ou conjointe, à leur copain ou copine, pour matérialiser et symboliser ce jour, étant donné qu'ils ne sont pas encore ensemble. Mais pour ceux qui sont ensemble, ils le font à travers d'autres canaux. D'accord, eh bien, on est déjà dans ma prochaine question, c'est pour parler de la célébration elle-même. On a parfois l'impression d'assister à un concours du cadeau le plus ingénieux, le plus génial, le plus cher, le plus riche, le plus clinquant. Mais est-ce que la Saint-Valentin ne devrait se résumer qu'à cela? Pas du tout. À mon avis, non. D'abord, je commence par dire que, en matière de cœur, le cadeau que vous offrez à l'autre a de la valeur simplement parce que c'est vous qui l'amenez. Ce n'est pas une question de valeur en termes d'argent, mais plutôt valeur symbolique. Vous pouvez être la femme la plus riche du monde et que lorsque votre époux vous donne un stylo qui, du point de vue valeur financière et faciale, équivaut peut-être à 100 francs. Mais vous vous gardez précieusement et vous faites en sorte que l'encre qui est à l'intérieur ne s'épuise pas. Là, ce stylo pour vous est un analogon puisqu'il représente celui que vous aimez. Alors, autant comprendre que ce n'est pas la gigantesque ou la beauté d'un cadeau en matière de cœur qui fait de lui ce qu'il devrait l'être. Alors, si chacun comprenait, il devrait juste concevoir un cadeau à l'aune de son cœur et non à l'aune de sa bourse ou de sa puissance financière. Mais cela ne devrait pas simplement se résumer à cette étape. Il y a plus important. Votre cadeau symbolise quoi? D'accord. Que voulez-vous dire à travers votre cadeau? Est-ce qu'il faut un message? Il faut un message à travers le cadeau? Ah oui, je crois que c'est le message qui est en fait le symbole. Un homme qui offre une voiture à sa femme, une voiture rouge, bardée de bandes blanches pour Saint-Valentin, un homme qui le fait. Mais par rapport à un autre homme qui écrit de sa main, de son écriture, les mots les plus doux, je crois que les deux cadeaux n'ont pas la même valeur. Pourquoi? Parce que hier nuit, je parlais avec une dame dans le cadre de préparation de cette émission. Figurez-vous, elle a 83 ans. Donc c'est une vieille mère, c'est la grand-mère à un ami à moi. Alors elle m'a sorti les lettres que son mari militaire colonial de l'époque lui écrivait pendant qu'il était... Elle les a conservées? Elle les a conservées. Et elle les a sorties avec beaucoup d'émotion. Elle les relisait avec beaucoup d'émotion. Mais elle ne m'a pas parlé des véhicules ou des bracelets que ce dernier lui avait offert, des robes que ce dernier lui avait offert, qui sont passées sous l'effet de la poussière. Je crois que c'est aussi parce que les femmes ont souvent l'impression que les hommes ne s'expriment pas assez. Et parfois, ces jours-là sont des occasions pour ces hommes pour démontrer un peu leur amour, leurs sentiments. Souvent, quand on parle d'amour, on dit que cela doit se prouver par des actes. Oui. Pour vous, l'acte, c'est aussi écrire de jolis mots à sa compagne. Mais combien de jeunes aujourd'hui le font? Oui, ça c'est lié à la dynamique. Quand moi j'étais élève, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Et d'abord, trouver une fille sur laquelle on a déjà devisé 1 minute pour échanger avec elle, c'était très difficile. Il fallait peut-être aller dans son établissement ou dans sa classe. Elle n'accepte pas vous recevoir pendant que tout le monde est là. Vous ne pouvez pas aller chez elle. Le seul canal le plus fiable, c'était de lui écrire. Il n'y avait pas Facebook, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Instagram, il n'y a rien. Alors, on peut passer des jours à s'appliquer pour écrire la seule lettre, pour qu'il n'y ait moindre faute, que ce soit d'orthographe ou de grammaire. Les mots étaient réellement choisis et c'était
tout un art. Pour toute une portée. Mais bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que nos sociétés subissent des dynamiques. D'accord, mais avec ça ne veut les pas réseaux. dire qu'on est moins aujourd'hui qu'on aimait auparavant. Non, je ne crois pas. Mais peut-être que la façon de l'exprimer n'est plus la même. Ici, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, il y a plus de moyens. Donc, on le dit beaucoup plus. Mais par contre, je voudrais venir sur un aspect que vous évoquiez tantôt. En matière d'amour, les hommes sont plus expressifs à l'aune de la parole que les femmes. Ah oui? C'est difficile qu'une femme que vous n'avez pas encore conquise et qui est avec vous vous dise « je t'aime ». Par contre, un homme, lui, peut le dire parce que pour les hommes et pour les femmes... Parce qu'il n'a pas la même valeur, le mot. C'est vrai, c'est pas la même chose. On ne le dit pas en pensant tous à la même chose, aux mêmes implications et à la même pesanteur. D'accord, mais bon, on nous dit que le temps qui nous était parti est terminé, mais j'aimerais un peu qu'on se prononce parce que beaucoup ont la critique facile quand on parle de la Saint-Valentin. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui préfèrent s'offrir des cadeaux que ça veut dire qu'ils s'aiment moins. Est-ce qu'il faudrait qu'on ait un regard peut-être un peu trop dur, un peu trop critique vis-à-vis de la Saint-Valentin? Écoutez, chaque société avec son temps et chaque temps avec ses réalités. On ne peut pas refuser d'en parler aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, c'est à nos portes, c'est déjà dans nos maisons et cela fait partie effectivement de notre quotidien. Alors comment meubler cette journée? C'est ça la chose la plus importante. Et je l'ai dit, faisons la différence entre l'amour et le sexe. Un Saint-Valentin, c'est pour parler, c'est pour discuter. Combien de parents font le coaching en matière d'amour? L'amour est un sentiment qui s'apprend. Et c'est la chose la plus difficile pour laquelle, en principe, on devrait avoir un professeur. Oui, mais bon, dites-moi, le sociologue en vous a-t-il l'impression qu'aujourd'hui, l'amour est beaucoup plus sur les étalages que dans les cœurs? Ce sera votre mot de fait. Oui, à regarder ce qui se passe, c'est vrai. Saint-Valentin, on en a fait une fête commerciale. On vend beaucoup de choses, on achète beaucoup de choses, ça s'arrête là. Mais après, est-ce qu'il y a l'accompagnement, puisque l'amour également, c'est un canal d'épanchement, c'est un canal d'apprentissage. C'est l'une des choses que vous apprenez tout le long de votre vie. C'est un tyran qui n'est pas une personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aimé Tchefa. Vous êtes sociologue. Avec vous, ce soir, on s'est intéressé à l'amour plutôt sur les étalages que dans les cœurs. Nous allons passer à présent à la rubrique Nature et bien-être. Ce sera avec Heureuse Danondé et son invité. Voilà, avec Heureuse Danondé, ce soir, nous sommes dans un autre registre, hein, mais bon, vous le savez, il n'y a pas de jour où on n'a pas le problème dont on veut parler. Ce soir, on s'intéresse aux mutilations génitales et peut-être qu'au moment où nous, ici, nous célébrons la Saint-Valentin, il y a peut-être une femme là-bas qui est en train d'être mutilée. Il faut qu'on en parle. Quelles sont les répercussions sur l'organisme? Heureuse Danondé et son invité nous diront tout dans un instant, mais avant, Heureuse Danondé elle-même, elle s'est promenée dans toute la ville de Cotonou pour vous écouter, mesdames et messieurs. Quel est votre avis à vous sur les mutilations génitales? Quelques personnes se sont prononcées. On les écoute dans ce micro-trottoir. Les mutilations génitales féminines dont l'excision recouvre déjà un ensemble de pratiques qui conduit vers l'ablation, je dirais tout simplement des parties de l'organe génital féminin, mais surtout extérieur. Et ceci pour des raisons non médicales. Donc, vous comprenez déjà par là que je ne peux pas être d'accord. Parce que là, on force la femme à vivre d'une certaine façon une violence qui peut conduire après à de réelles, je dirais, conséquences. Non seulement sur sa santé, sur sa vie sexuelle après, et également sur son épanouissement sexuel. Et là, ils sont en train simplement de violer les droits humains. Et dès que vous violez les droits humains, mais vous êtes face à la justice. Ensemble, je crois que nous devrons dire non à l'excision. Parce que déjà, ce sont des appareils archaïques, je dirais, qui sont utilisés contre ces femmes, ces jeunes filles-là, pour les exciser. C'est une aberration, parce que n'oublions pas qu'elle va se marier, elle va devenir mère, donc elle garde des séquelles à vie. Vous vous imaginez, c'est psychologique, on pense que c'est seulement le corps, mais ce n'est pas seulement le corps, c'est psychologique. Vous les marquez à vie. Oh, et quoi, Daniel, même quand on sait dans le monde, quand on a et non joli.
Je suis juste en train d'inviter ces personnes-là ou ces régions-là dont ces pratiques sont réellement une tradition, je dirais, ou de coutume, pour pouvoir montrer à la femme d'une manière ou d'une autre que tu es mature maintenant, de pouvoir se dire en réalité que ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien de pouvoir ne pas permettre à cette jeune fille qui sera la femme de demain de pouvoir jouir pleinement de sa vie sexuelle. Des gens particuliers qui sont proches de moi, non, j'en connais pas. Et Dieu merci. Voilà, on entendait là Alette Vaudounon qui est très contente de ne pas connaître de femmes mutilées. Moi aussi, j'en connais pas. Mais j'aurais quand même aimé avoir leur avis. Heureuse d'Anondé nous dénichera peut-être quelqu'un qui pourra nous dire un peu comment on se sent dans la peau d'une femme mutilée. Heureuse d'Anondé. Effectivement, on fera certainement le déplacement dans le Septentrion, parce que c'est là-bas on en rencontre beaucoup plus pour avoir leur avis sur le sujet. Pour cette fois-ci, on vous en prive. Merci. Ce soir, je vous laisse présenter notre invité. Alors, merci Agnat. Nous sommes avec Dr Agossou, qu'on ne présente plus, le gynécologue obstétricien de tous les temps. Merci vraiment d'être avec nous. Donc, merci d'être là. Vous avez suivi l'avis des citoyennes, rien que des dames qui se sont prononcées sur un sujet qui concerne les femmes. Votre avis déjà? Ça donne le tableau que je sais par la pratique de la perception que la population a de ces pratiques, c'est des mutilations génitales féminines. Effectivement, la plupart des femmes concernées sont d'origine septentrionale, mais je ne pense pas qu'elles vivent toutes là-bas. Effectivement. Voilà. Les femmes concernées sont d'origine septentrionale parce que la pratique est plus septentrionale qu'au centre ou bien au sud. Mais les femmes du septentrion, elles vivent bien ici, à Cotonou. À Cotonou. D'accord. Si tu permets, voilà. Cela a été dit dans le reportage, mais est-ce que véritablement cette pratique est liée à la tradition? Ce n'est que ça? Alors, il y a beaucoup de facteurs. Mais c'est une tradition, une vieille tradition. D'accord. Une vieille tradition qui, selon différentes enquêtes, peut devenir une fausse idée religieuse, mais qui n'est pas, parce que dans aucune religion, ce n'est précisé qu'il faut exciser ou bien infibuler ou quoi que ce soit, en tout cas mutiler une femme d'une façon ou d'une autre. Il y a surtout que c'est tellement répétitif que ça rentre dans les mœurs et ça rentre dans la tête des femmes, que ça fait partie de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut avoir eu pour être une femme vraie. Une femme vraie. Ça rentre également dans le psychisme ou le subconscient des hommes, que et il y a ça certains favorise... hommes qui ne préfèrent que des femmes mutilées. Voilà, et ça favoriserait la virginité, ça favoriserait la chasteté de la femme. Voilà, précisément. Cela augmenterait la virilité masculine, ça augmenterait le plaisir, ça favoriserait les rapports sexuels, mais tout ça, pendant que ça augmente le plaisir sexuel chez l'homme, ça diminue le plaisir sexuel chez la femme, certainement à cause des douleurs. Mais d'abord, docteur, dites-nous, qu'est-ce que les mutilations génitales féminines, concrètement, de quoi il s'agit? Voilà, donc tout tracé, nous voyons bien que c'est des violations des droits de la femme. C'est admis aujourd'hui dans le monde entier que ces mutilations sont vraiment des violations des droits de la fille et de la femme. Je précise la fille parce que c'est plus les filles que les femmes qui sont exposées à cela. Oui, mais ces filles deviendront des femmes. C'est les filles qui deviennent des femmes. Parce que le plus possible, c'est entre la petite enfance et l'âge de 15 ans. Que ces interventions sont pratiquées. Pourquoi à cet âge? Est-ce parce que la procédure est facile à faire à cet âge-là? Bon, quand vous regardez tout ce qui est autour, psychologiquement, vous constatez que déjà, on ne peut pas aller imposer à une femme adulte de subir une mutilation. C'est plus facile de s'imposer à une fille. C'est plus facile de s'imposer à une fille. C'est aussi
une question liée à la sexualité de la femme. Donc, il faudrait que ça soit fait avant qu'elle ne rentre en période d'activité sexuelle. Si on prend que ces 2 points, vous voyez bien déjà que c'est logique que ce soit chez la petite fille. La petite fille avant voilà. l'âge de la puberté. Maintenant, on verra plus de femmes dans les populations qui ont cette tradition et qui vivent à l'extérieur. Par exemple, les populations immigrées en Europe et aux États-Unis, ne pensez pas que la question de mutilation n'est que africaine. Cela se produit sur le sol européen. Européen aussi. Donc, les femmes maliennes, les femmes béninoises, les femmes sénégalaises, etc., qui sont là-bas. C'est une pratique qui s'exporte carrément. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer cela comme une circoncision féminine? Pas du tout. Parce qu'en fait, il s'agit d'opérations ablatives d'une partie des organes génitaux externes de la femme, voire de ses organes génitaux internes, mais sans but thérapeutique. Donc, il n'y a aucun... Ça n'apporte rien. Chez l'homme, c'est à but thérapeutique? Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la circoncision est reconnue pour son intervention dans la prévention du VIH. La transmission du VIH. Rien que ça. On sait aujourd'hui qu'un homme circoncis est moins exposé à attraper l'infection à VIH. Encore que les conditions dans lesquelles la circoncision se fait et l'excision, je crois que ce n'est pas forcément les mêmes conditions. Aujourd'hui, même dans certains centres de santé, on fait la circoncision. Or, l'excision, c'est toujours la forme précaire et qu'on connaissait. Avec les instruments archaïques. C'est pour aller plus loin en disant que la circoncision est une thérapeutique. Lorsqu'il y a des malformations au niveau du prépuce, que le prépuce n'arrive pas à se déplier, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'enlever. Et en l'enlevant, on fait une circoncision. Donc, cela permet aux garçons de pouvoir uriner de façon normale. Lorsqu'il y a des problèmes de malformation sur l'abouchement de l'urètre, donc le méa urinaire, le trou par lequel l'homme émet les urines, est positionné dans une région qui n'est pas habituelle et que cela se retrouve dans le prépuce. Il faut enlever le prépuce. On va en venir. Au niveau de l'homme, voilà d'autres numéros des rendez-vous consacrés à la circoncision chez l'homme. Mais déjà, lorsqu'on parle des mutilations génitales féminines, rien que dans votre domaine, la gynécologie, quelles sont les conséquences liées à cette pratique-là sur la femme? Alors, les conséquences... immédiatement déjà, chez la femme, la fille, lorsque l'opération est pratiquée, il y a beaucoup de douleur, déjà. Parce que c'est sans anesthésie. Ensuite, il y a des risques d'infection. Il y a des risques de saignement. Au pire, il y a le décès. Et puis, il y a l'atteinte psychologique qui est là, puisque personne ne souhaiterait avoir une partie de son corps amputée sans explication et sans autre manière de procéder. D'accord, mais est-ce que c'est possible après, quand la fille elle devient femme et qu'elle grandit, d'avoir une chirurgie reconstructrice? Alors, une chirurgie reconstructrice est une conséquence également. C'est quand même qu'il faut se soumettre à l'anesthésie qui est un danger. Quoi qu'il en soit, il y a un risque à faire une anesthésie. Est-ce que c'est possible pour ces femmes de retrouver leur organe tel qu'il était auparavant? Tel qu'il était auparavant, non. Mais mieux, oui. Mieux que maintenant. Ça, c'est possible. Donc, c'est au moins... Cela dépend de la forme ou du type de mutilation qui a été opérée au départ. Parce qu'il y a plusieurs types de mutilation. Oui. Si vous voulez, on y va en même temps. Il y a, disons, globalement 4 types selon la classification de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. Alors, la première, c'est la mutilation clitoridienne, qui consiste à enlever soit totalement, partiellement, ou bien juste le prépuce du clitoris. D'accord. Ensuite, il y a l'excision. L'excision, c'est... Ce qui est certainement vraiment pratiqué chez nous, parce qu'on entend beaucoup plus parler de ça. L'excision que de clitoridectomie. Bon...
Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois une confusion du genre? Je pense qu'il y a une confusion dans les genres. Je n'ai pas de résultats d'études morphologiques réalisées pour pouvoir vous dire directement. Mais je sais que l'excision, c'est le clitoris et les petites lèvres qui sont enlevées. Peut-être une partie des grandes lèvres. Donc, vous voyez que la mutilation est plus grande. Et puis, il y a l'infibulation. L'infibulation, c'est le rétrécissement de l'orifice du vagin. Donc, c'est comme si on suture ensemble, on coud ensemble les petites lèvres pour diminuer l'ouverture du vagin. D'accord, mais pour ne laisser passer que le sang. Oui. Oui, si cela laisse... Si cela laisse passer le sang et l'urine. Oh. Parfois, c'est tellement totalement fermé. Ben, écoutez, ce n'est pas pratiqué par un médecin. Ah, d'accord. Donc, ce qui te reste, tu t'en occupes. C'est ce qu'il a réussi à faire qui est l'héritage de cette femme ou de cette fille. Mais finalement, comment pourra-t-on en finir avec cette pratique dans notre pays? En finir, il faudra continuer à sensibiliser. Il faudra aussi continuer à appliquer les règles, les lois qui sont prises en la matière. Il y a eu beaucoup de lois sur les mutilations génitales féminines. Oui. Et ces dispositions ont été reprises par le Code de la famille et de l'enfant. Il faudra donc les respecter. Il faudra les appliquer pour permettre à ce que ce phénomène recule. Merci, Dr Argassou. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Heureuse d'Anondé. Oui. C'était un plaisir également. Bonne fête de Saint-Valentin à vous et à nous. Et belle cravate. Merci. Oui, c'est clair. Votre invité, il a une très belle cravate. On passe à présent à une autre rubrique. Nous allons finir en culture avec le 7e art. On finit en beauté avec Assom Gaba et son invité. C'est tout juste après ceci. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous emmène à la découverte d'une filière. Alors, ce soir, on s'intéresse au 7e art. Quand le cinéma peint nos réalités, je crois qu'il est beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? On suit d'abord ce reportage, on revient en discuter en plateau avec Assom Gaba et son invité. Le cinéma, c'est l'identité, c'est le miroir d'un pays. Le cinéma, c'est l'œuvre, c'est cette production qui vend culturellement un pays. Et lorsque les cinéastes comprennent cet enjeu, forcément, ils partent des vécus de leur pays, de leur histoire, de leurs êtres, ce qu'ils sont en réalité, pour produire des œuvres qui plaisent forcément à tout le monde. Le développement de tout pays part par le développement de sa culture. Et les aînés, ceux-là qui ont un certain âge, comprennent facilement la chose. Mais la grosse difficulté réside forcément au niveau de la jeune couche montante. C'est à ce niveau-là que nous allons travailler. Leur expliquer que c'est vrai qu'ils ont l'habitude de consommer des œuvres venues d'ailleurs, qu'ils ont l'habitude de voir des réalités qui ne ressemblent pas à nos réalités, mais qu'ils aient conscience que nous avons une identité culturelle. Nous avons nos réalités endogènes que nous pouvons banaliser. Et lorsqu'on aura réussi à inculquer dans leur tête que, en vérité, nos réalités culturelles, nos vécus culturels, ce ne sont que par ces canaux-là que nous allons faire développer notre pays et faire rayonner davantage notre pays. Vous allez voir que désormais, nos salles de cinéma et nos productions seront beaucoup plus acceptées
par tout le monde. Voilà, c'est tout ce qu'on attend de notre cinéma. On veut bien qu'il s'exporte davantage. Et si pour cela, il faut qu'il puisse davantage peindre nos réalités. Assum Gaba nous le dira dans un instant. Assum Gaba, bonsoir. Bonsoir. Agnat Onifade, Bello, c'est ça. Assum Gaba, vous tenez à ce nom de famille. Oui, ben, il le faut en réalité. Il le faut. Vous êtes marié, tout le monde doit le savoir. Il faut saluer vous monsieur êtes Onifade. Pas sérieux. En réalité. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Oui, mais surtout à vous. En tant que Madame Onifade. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà. On est dans le cinéma. On a joué un peu tout à l'heure. C'est pas ce que Samson Adiakwa en pense en réalité. Bonsoir, Samson. Bonsoir, Assum. Bonsoir, Agnat. Bonsoir. Alors, il est question aujourd'hui de parler des réalités béninoises, des réalités de nos pays, inclus dans notre cinéma, inclus dans la réalisation cinématographique au Bénin. Samson Adiakwa, réalisateur cinéma, l'un des meilleurs de sa génération, je le dis à chaque fois. Merci. Samson, merci d'être sur le grand rendez-vous, mais on reconnaît facilement le film hindou, on reconnaît le film américain. Quand c'est d'origine nigériane aussi, on reconnaît à travers, bien sûr, ces différentes variantes, Yoruba, Igbo. Mais dites-nous, qu'est-ce qui identifie le film béninois? C'est très difficile d'identifier le film béninois parce que le film béninois peine à puiser dans le patrimoine endogène et culturel béninois. Vous savez, vous avez donné cet exemple de la caractérisation culturelle. Lorsqu'on se retrouve à des festivals de par le monde, le français diffuse son film en français, le chinois son film en chinois, le congolais son film en lingala, et le béninois diffuse son film en français. C'est un scandale. Et c'est déjà ça, puisque la langue est le meilleur véhicule de l'âme d'un peuple. Et si déjà vous tournez vos films, racontez l'histoire, une histoire de chez vous et vous tournez votre film en français, ça veut dire que vos acteurs, ils pleurent, ils rient en français. Ce n'est pas la même chose. Donc, forcément, le cinéma béninois a un problème d'identification. Un problème d'identification parce que lorsqu'on va commencer justement par penser dans nos langues, par tourner dans nos langues, on va commencer par se dire, ah tiens, il ne faut pas qu'il mange des frites au poulet, il ne faut pas qu'il s'habille en cravate, il ne faut pas que ci, il ne faut pas que ça. Et donc, il y a forcément un impact qui est différent. Et c'est ça réellement le combat qu'on doit commencer par faire, parce que le cinéma béninois souffre justement de cette dimension culturelle-là. D'accord, mais est-ce que ça ne demande pas un plus, peut-être beaucoup plus de travail aux réalisateurs? C'est pour ça peut-être qu'on va vers la facilité. Oui, justement, c'est beaucoup plus de travail de recherche, un travail de recherche immense. Mais ça devrait être le défi de tout créateur, parce que vous savez, le créateur, l'artiste, est celui-là qui dénonce les vices et les travers de son temps. Et souvent, cette définition nous échappe ici, en tant qu'artiste. L'artiste est là justement pour révéler justement le cinéma comme une arme sociale. Une arme qui porte au haut la sensibilité collective de sa société. Et lorsque l'artiste se voit justement comme ça, il ne peut pas ne pas faire cet effort-là de recherche, de travail approfondi pour porter à l'écran de façon intelligible le vécu quotidien de son peuple. De son peuple. Voilà. Mais dans ce cas, vous donnez donc raison, par exemple, aux Sénégalais qui font leur film en Wolof. Absolument. Et c'est ça qui a permis quand même de gagner certains prix au FESPACO aussi, il ne faut pas l'oublier. Oh, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Des dieux. Mais je pense que, de toutes les façons, quelle que soit la plus belle cravate que vous porterez, vous n'impressionnerez pas un Français ou un Américain. Ça, c'est important de le savoir. Mais ce qui va impressionner l'Américain, ce n'est pas non plus vos grands mouvements de caméra ou les semblants de gratte-ciel ou d'échangeurs que vous avez. Ce qui va impressionner l'Américain, c'est l'amour que vous construisez dans vos cases, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Et donc, ça part de là. Il faut que, justement, le créateur béninois, le cinéaste béninois, comprenne que c'est ça. Et c'est d'ailleurs à son actif, puisqu'il n'a pas assez d'argent. Okay. Prendre une petite caméra, aller raconter l'histoire
de comment un Somba est amoureux d'un Bariba et comment cet amour fleurit dans ce conflit culturel-là, parce qu'on sait qu'il y a un conflit culturel-là. C'est ça qui est fort pour l'Américain et c'est ça qu'on doit rechercher. Vous voyez, donc c'est sûr que... Ça, c'est une très belle idée. Hein? Oui, J'attends bien de voir un film réalisé dans ce contexte. C'est ça, justement, que les artistes cinéastes béninois doivent rechercher, au lieu de verser dans le nombrilisme, dans le classicisme habituel qui ne nous honore pas. Comme quoi, on ne doit pas avoir un film Marc Cotonou sans voir les émigrants, tout au moins. Absolument. Sans voir les émigrants, sans voir certains éléments identitaires qui montrent qu'on est véritablement dans l'environnement. Il faut quand même reconnaître que les gens font de plus en plus des efforts, hein, mais ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Il y a toute une philosophie qui doit être construite. Oui, mais est-ce que le public vous accompagne dans cette autre idée-là? Est-ce que parfois le public béninois n'a pas envie de rêver, de voir autre chose? Est-ce qu'il a vraiment envie de voir ces réalités à l'écran? Vous savez, vous demanderez si le public nigérien, vous savez, un public, ça s'éduque. D'accord. Au départ, il y a un choc. C'est ce même public qui adore les films nigérians. C'est ce même public qui adore les films japonais, les films américains. Et on pense que le public est bête. Non. Le public consomme quand il y a du vide. Mais le public parce que vous parlez de la culture, donc forcément le public a une culture. Lorsque vous allez porter ça forcément dans cette trip. Mais il faut aussi avoir un langage pour que ça le touche. Quand vous arrivez à avoir ce langage et que vous présentez une image, le cinéma c'est le 7e art, c'est le carrefour des arts, une musique de chez nous, mais bien composée, avec des costumes, avec notre manière à nous de célébrer l'amour, notre langage et tous nos codes culturels, ça va forcément séduire le public. Vous abordez certainement un côté qui, moi, a attiré rapidement mon attention. Il s'agit bien sûr de la musique qui accompagne en fait le cinéma, les films en réalité. On a l'impression que nos artistes musiciens ne sont vraiment pas impliqués dans les réalisations. Du coup, on ne sent pas l'accent de la musique béninoise. Et ça, je pense que le public est beaucoup plus attiré par cet aspect-là qui manque. Bon, il faut déjà dire qu'il y a une nuance. La musique de film n'est pas l'apanage du musicien, des chanteurs. Okay. Non, c'est l'apanage d'un compositeur de musique qui est musicien à la base, mais qui a une autre dimension très forte liée au cinéma. C'est-à-dire que c'est un spécialiste de l'image et du son. Il sait à peu près quelle sonorité utiliser pour vous amener à pleurer à telle image. Et ça dit qu'il n'y en a pas au Bénin? Il y en a. Pour moi, le meilleur pour le moment, c'est mon frère. Et je ne veux pas faire de publicité, mais c'est ça. Mais en fait, c'est eux qui engagent justement les musiciens. C'est eux qui disent aux chanteurs, il faut que tu chantes de cette façon, il faut que tu... Voilà. Le compositeur de musique, c'est ça. C'est lui qui construit cette musique originale et qui engage l'ensemble des musiciens, l'ensemble des chanteurs. Nous avons d'excellents chanteurs, hein. Nous avons d'excellents musiciens au Bénin. Mais il faut créer maintenant une osmose, une organisation autour de ça pour que nos images et nos sons soient révélés au nec plus ultra. C'est ça qui nous manque dans nos cinémas. Mais l'avantage aussi, c'est que si on n'en a pas encore assez profité, ça veut dire qu'on a de la matière. On a de la matière. Peut véritablement y aller. Absolument. On a de la matière. Comme disait un collègue suisse, il m'a dit, mais vous vous plaignez que votre cinéma est embryonnaire, mais c'est une chance. C'est une chance d'être justement les pionniers qui vont mettre en place les codes, qui vont créer justement cette jeunesse de la chose. Voilà, la mise en place des codes, voilà, c'est ça. Pour que vos noms rentrent dans l'histoire. Et c'est ce combat que nous faisons. Au lieu d'aller nous engoncer dans un pays où l'hiver fait ravage, nous préférons souffrir dans notre galère, parler tous les jours aux autorités, rester sous le soleil tout un jour. On comprend que votre invité, il aime bien le soleil de chez lui. On veut bien le voir à l'œuvre, nous présenter combien de fois le soleil de chez lui est inspirant. On aura peut-être l'occasion de le voir à l'écran. En attendant, je vous dis à la prochaine, Assem Gaba. Merci beaucoup à vous, Aniat Bello, d'avoir donné vraiment la parole à Samson, d'être venu sur ce plateau pour expliquer à nos téléspectateurs que nous avons de quoi
vraiment le fait vivre leur réalité à travers nos créations cinématographiques. Absolument. Merci à vous, Nadège Soni, c'est impatiente. On la retrouve au sein de la rédaction de BB24. C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. 14 février, fête de l'amour. Cette fête est célébrée aussi bien au Bénin que partout dans le monde. Pour le Béninois, c'est l'occasion de témoigner son amour et sa reconnaissance à l'être aimé. Malgré l'avènement d'autres médias, la radio reste plus proche de la population. Quelle est la place de ce média au sein des communautés? On en parle dans un instant. Les femmes sont meilleures gestionnaires et peuvent faire beaucoup d'économies à l'État. Constat du rapport 2016 publié par le PNUD. Il faut donc modérer les inégalités dans l'administration publique. Considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, la Saint-Valentin est un moment privilégié pour de nombreux Béninois pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Reportage, Ulvaïs Balogun, Petroni Lokoso. Cadeau ou pas de cadeau? De nombreux couples se posent cette question à l'approche du 14 février, reconnu comme étant la fête de l'amour. La Saint-Valentin est une période qui correspond à un pic de vente pour les commerçants et les commerçantes de nounours, de fleurs et autres accessoires d'affection. À Cotonou, aux abords des axes routiers, les petites boutiques n'échappent pas aux couleurs de l'amour. Les enseignes rivalisent d'ingéniosité pour attirer du plus galant au plus réticent. Et ça marche. Dame Émilienne est tombée sous le charme de ces commerces aux couleurs de l'amour. Comme j'ai vu que la fête s'anime ici, je me suis profitée pour venir voir, pour faire une surprise à mon chéri. Contrairement à elle, de nombreux clients font encore la ronde, indécis. Une aubaine pour les commerçantes qui pourtant se plaignent de la mévente. Une morosité économique face à laquelle ces dames ont baissé les prix de leurs marchandises. Et pourtant, la frénésie habituelle ne serait pas pareille. On ne vend pas du tout. Le marché se porte mal, vraiment mal. Il n'y a pas d'affluence, on ne voit personne. Les gens ne sortent pas, on ne sait pas pourquoi. L'année dernière, on avait plus de clientèle. On a remarqué que l'argent ne circule pas. On a même diminué les prix des coffrets. Avant, nos coffrets étaient à 50 000, voire 70 000. Mais maintenant, même à 7 000, les clients n'achètent pas. Les articles ne sont pas du tout chers. Même avec 500 francs, tu as une tige pour ton bien-aimé. Malgré la morosité économique, ces vendeuses gardent espoir. Car, quoi qu'on dise, la Saint-Valentin représente une rupture avec le quotidien, une occasion de lâcher prise pour le bonheur des tourtereaux. C'est bien apprécié ça. La radio est un média accessible à tous. Malgré la venue des nouvelles technologies de l'information et de la communication et d'autres médias, la radio demeure proche de la population. La radio gâte-t-elle toujours son audience d'il y a 50 ans? La réponse dans ces interviews réalisées par Armel Dosukago. Aujourd'hui, il faut dire que la radio est restée un média chaud en matière d'information. Je vous dis pourquoi. Avant, quand vous avez un braquage ou un accident, il fallait joindre le premier poste de gendarmerie ou le premier dispensaire que vous rencontrez en chemin pour alerter les journalistes et dire qu'il y a un événement du genre. Aujourd'hui, chacun peut, de toutes les positions avec son smartphone, faire de la vidéo, envoyer du son, raconter ce qui se passe, poster des photos. Nous l'avons si bien compris qu'au niveau des rédactions aujourd'hui, les journalistes, une fois qu'ils sont sur le terrain, ils n'attendent pas de revenir à la base pour rendre compte. Ils utilisent WhatsApp aussi pour envoyer des textes ou pour envoyer du son.
Et ça permet aux journalistes, selon les éditions qui arrivent, de pouvoir livrer l'information. Chaque jour, des gens découvrent la radio. Ils s'y attachent, ils l'aiment comme une bonne femme, jusqu'au jour où ils commencent par devenir peut-être infidèles, parce que pourquoi courtiser pas d'autres médias? Mais cet amour reste toujours, et la radio chaque jour a toujours de nouveaux fans. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la complexité de la chose, du moins la beauté en fait de la radio. On l'aime peu importe notre âge. La radio de demain, c'est à la fois la radio telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est réactive, qui propose ce qui plaît aux gens, qui va à la rencontre des gens, qui fait une offre qui rencontre l'assentiment des gens, qui est interactive, qui permet aux gens d'interagir, de donner leur opinion. Mais c'est également cette radio qui utilise les outils techniques que nous avons aujourd'hui. L'interaction avant, on le faisait par téléphone ou plus anciennement par courrier. Les auditeurs envoyaient un courrier. Aujourd'hui, dans une émission, vous avez la possibilité de lire, au moment où vous passez l'émission, les avis des internautes sur Facebook, sur Twitter ou sur d'autres moyens de communication comme WhatsApp par exemple. Donc, la radio de demain, c'est la radio qui va continuer à être radio média traditionnel en utilisant des outils modernes que la technologie nous offre. Et la radio de demain, comme c'est fait un peu partout, c'est également de la radio filmée. Nous sommes à l'ère de la vidéosphère, nous ne l'aurons pas, les gens veulent voir. Et donc, en plus du son, il faut donner de l'image à travers les photos, ce que nous faisons déjà sur les différentes plateformes, mais il faut apporter également de la vidéo avec l'introduction des caméras dans les studios. Et la radio de demain, c'est la radio également qui apporte plus de flexibilité. La radio a beau être malléable et accessible, comme on le dit, mais il se trouve que les gens qui nous écoutent sont de plus en plus occupés. Et malgré cette flexibilité de la radio, il y a des gens qui n'ont pas le temps pour écouter. Donc, c'est également de leur faire une offre à la demande en podcastant les différentes émissions et leur permettre de réécouter tout cela quand ils sont débarrassés de leurs soucis du quotidien, qu'ils sont apaisés et qu'ils veulent se rattraper en termes d'information ou de production de qualité. Mettre les femmes au cœur du développement pour éviter les pertes de gains à l'État, c'est ce que prône le PNUD à travers son outil de label certification de la promotion de l'égalité entre les sexes. Un atelier de sensibilisation se penche sur la question et vise à modérer les inégalités constatées dans l'administration publique béninoise. Igor Ayosso et nos compatis. Les inégalités du genre dans les domaines socio-économiques persistent toujours dans le monde. C'est du moins ce que renseigne le rapport 2016 du PNUD sur le développement humain en Afrique. Cette disparité fait perdre à l'État plus de 95 milliards de dollars par an, soit 5 000 milliards de francs CFA par an. En 2014, on a une cumulation de 105 milliards de dollars américains de pertes, soit 6% du PIB régional, compromettant de ce fait les efforts du continent en faveur d'un développement humain et d'une croissance économique inclusive. Si on parvient à combler les écarts qui existent entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, dans le domaine de l'éducation et de la santé, l'on pourrait réduire substantiellement cette perte de gains économiques pour nos pays. Il sera alors possible d'accélérer l'éradication de la pauvreté et de la faim. Pour atténuer cette disparité constatée, le PNUD a mis en place le label de certification du genre, un outil qui permet d'accompagner et d'accélérer les résultats en matière d'égalité du genre dans les pays qui ont ratifié des accords internationaux, dont le Bénin. Le présent atelier national en est une parfaite illustration. L'enjeu de l'outil est de vous permettre de mesurer les progrès sur vos objectifs et vos priorités en matière d'égalité des sexes de façon progressive et efficace. Cela vous permettra de savoir avec exactitude votre situation du moment et les résultats escomptés sur les questions d'égalité entre les sexes en tant qu'institution publique. L'implication de tout un chacun est primordiale dans le processus de certification. C'est la raison pour laquelle vous êtes toutes et tous conviés
à ces travaux afin d'échanger sur les résultats prioritaires et les actions que vous pouvez mettre en œuvre ensemble dans les mois à venir. Les Béninois gardent l'espoir de voir réduit un de ces 4 matins l'inégalité observée entre les sexes dans l'administration publique béninoise. En 2018, la Côte d'Ivoire a récolté 761 317 tonnes de noix de cajou. Ce volume marque une hausse de 6,7% par rapport à 2017 et dépasse l'objectif fixé en début de campagne qui est de 750 000 tonnes. La nouvelle campagne 2019 va s'ouvrir le 15 février sur un prix plancher de 375 francs CFA le kilo, soit une baisse de 125 francs CFA par rapport à l'année précédente. La noix de cajou est le second produit agricole le plus important après le cacao. La Mauritanie a approuvé un projet de décret portant création d'un haut conseil d'amélioration des affaires. Ce conseil est une doléance du secteur privé et a pour but d'améliorer les affaires et de coordonner les rapports entre le gouvernement et ce secteur. Le dit conseil va superviser l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route et veillera également sur l'attractivité du pays par rapport aux investissements étrangers directs. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'amour à toutes et à tous. Merci à vous, Nadia Soni, pour vous, mesdames et messieurs, qui venez de nous prendre au vol. Faisons ensemble le rappel de la météo. Voilà le rappel de la question de la semaine à présent, mesdames et messieurs. La question de la semaine dit ceci: Saint-Valentin fait parler le cœur ou le porte-monnaie? Saint-Valentin fait parler le cœur ou le porte-monnaie? Donc, on attend vos réponses. Nous espérons que vous seriez nombreux à nous répondre. Vous aurez peut-être la chance de voir votre réponse. Eh bien, dites par Adonisbo. Vous pouvez déjà nous joindre sur notre page Facebook Bénin Business 24. Merci de toujours nous préférer. Nous nous acheminons vers les dernières secondes de ce plateau. La citation de la semaine à présent, vous le savez, aujourd'hui, c'est le 14 février. Nous parlons donc de l'amour. Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés. Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés. C'est une citation de Mère Teresa. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Et avec la complicité de notre réalisateur, nous finissons en musique. Nous espérons que vous allez apprécier la mélodie. D'ici là, portez-vous bien.
unaumiza roza, eti kwengine sipati sijiwezi, ndo maneno wasema kwamba kwako sifurukuti sijiwezi.